ça va être à Noémie Nolot, donc de prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur Jamy, je peux vous annoncer officiellement que, à partir d'aujourd'hui, vous travaillez avec l'expertise des personnes concernées. Et ça me fait très plaisir. Je vous avoue que je suis un peu stressée, donc je préfère le poser. Et je vous demanderai un peu de patience parce que il se trouve que j'ai des choses à dire sur le sujet. Je vous demanderai aussi un petit exercice. C'est de prendre en compte que si à un moment donné, il y a un peu de colère dans ma voix, c'est à la société que je l'adresse. Pas à vous, individuellement, qui, au quotidien, je le sais, faites un travail auprès de chaque personne qu'elle accompagne. Et donc, je vais me lancer et puis je finirai avec un petit PowerPoint pour récapituler. Et donc, comme je disais, j'avoue qu'il est difficile pour moi d'aborder le sujet de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes vivant avec une maladie et ou un ou des handicaps. J'aurais pu ajouter les personnes âgées. Ça m'interroge. De qui est-ce qu'on parle? À qui est-ce qu'on s'adresse? Avec quel langage? Avec quel savoir? Avec quelles expériences? Je vais m'en tenir à ce que je connais. Ces catégories, donc, elles m'impressionnent. Qui parmi vous a déjà assisté à une conférence sur sa vie affective, relationnelle et sexuelle? Qui a osé prendre la parole en public, tout en respectant ses limites, en se respectant soi, et en acceptant d'être tour à tour mal à l'aise, gêné, convaincu, engagé, volontaire, effrayé, rempli d'espoir? On va pas se mentir, c'est la première fois que de mon côté, j'accepte une telle invitation à intervenir, malgré pourtant des années d'expérience et de participation politique et publique. Et j'avoue que j'en suis assez fière, parce que ça démontre aussi que la mise en place de la participation effective des citoyennes et des citoyens à l'élaboration des politiques et des sujets qui les concernent se met en place. Peut-être juste, je vous inviterai la prochaine fois à venir accompagner, vous aussi, des personnes avec lesquelles vous travaillez. Parce que de quoi est-ce qu'on parle et à qui est-ce qu'on parle quand on parle des droits des personnes qui vivent avec handicap, si elles-mêmes, elles ne sont pas là? Et si je partage tout ça avec vous en introduction, c'est parce que, avant toute chose, ici, il s'agit de puiser dans mon expertise, et non pas mon expérience, tout en respectant mon intimité. Ok. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'intimité? Moi, j'ai l'habitude depuis petite d'être observée par la médecine, de laisser à d'autres des gestes comme la douche, les toilettes, le repas. J'ai appris à quitter mon corps pour endurer la peur, la douleur, l'attente. Combien de fois on m'a dit « Mais attends, Noémie, non mais attends. » J'adore attendre. Mon rapport à l'intime, il est singulier. Il est particulier. J'ai appris l'effort. J'ai appris le dépassement de soi. J'ai appris la lutte. J'ai appris l'adaptation, ou plutôt la suradaptation. Alors intervenir de manière sincère et authentique, tout en respectant mes besoins affectifs, et ici, en l'occurrence, mon intimité, j'avoue, c'est un exercice. Ça me rappelle un petit peu les travaux que j'avais entamés avec un monsieur qui s'appelle Fabrice Xil, que certains en tout cas doivent le connaître, puisqu'il est le co-directeur de l'Espace éthique Île-de-France. Et on travaillait à l'époque sur le consentement.
en lien avec la conférence nationale de consensus sur les maltraitances. Nous avions interrogé cette notion d'intimité, question pour laquelle j'avais proposé en fait d'établir une échelle, une espèce d'outil, une échelle d'évaluation, comme l'échelle de la douleur, pour mieux situer et par conséquent pour mieux comprendre et faire entendre ce besoin que peu de personnes dépendantes identifient comme tel. Ce n'est pas une notion, l'intimité, quand on est une personne qui vit avec handicap. Je suis donc très au clair avec moi-même aujourd'hui. Et pour continuer, et parce que ce sujet-là en particulier a, à mon sens, besoin d'être dézoomé, je vais me lancer directement sur le sujet de l'assistance sexuelle. Je m'interroge beaucoup sur ce sujet. Est-ce que c'est un prétexte politique ou est-ce que c'est un besoin réel ? Échanger et partager nos réflexions sur l'accès à la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes vivant avec handicap dans l'objectif d'améliorer nos pratiques, d'offrir une éducation qualitative et adaptée à chacune et à chacun de nous. Oui, ça, c'est des ambitions auxquelles je contribue volontiers. A contrario, aborder la question de l'assistance sexuelle, en ce qui me concerne, ça revient à renforcer l'écart entre les catégories dont personne ne veut et qui sont pourtant largement marquées dans notre société. Pourquoi ne pas simplement se confronter aux questions que pose la prostitution en France ? En ce qui me concerne, moi, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez réfléchi, j'ai pas assez rencontré ni écouté les personnes concernées par le sujet. Et je parle même des personnes qui travaillent, travailleurs du sexe. Après tout, c'est eux qui ont l'expérience. Pour formuler en tout cas un avis précis. Ce que je dis, c'est que moi, vivant avec un handicap, je n'ai pas envie, vraiment pas envie, que mes besoins servent les intérêts de gens qui pensent bien faire en luttant politiquement pour la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Il est déjà bien difficile de se reconnaître dans le droit commun. Que se passerait-il si on ouvrait le droit à l'assistance sexuelle pour les personnes vivant avec handicap ? En fait, beaucoup de personnes sont en difficulté et dans l'impossibilité de répondre à leurs besoins affectifs, relationnels et sexuels. Alors, que dire à ces personnes-là ? Et puis, comme le dit M. Gémy, peut-être que je suis un peu vieille pour le coup, et que j'ai conscience que ma définition de la politique ne correspond pas tout à fait à la politique comme elle est exercée aujourd'hui. Moi aussi, je suis idéaliste. Je ne suis pas des années 80. Que voulez-vous ? Pardon, je vous taquine. En tout cas, je reconnais le besoin de solutions à des situations critiques et je partage l'idée que les traitements médicamenteux, les camisoles chimiques, ne sont pas une réponse. Malgré ça, je garde à l'esprit qu'il n'y a pas légalement de droit à la sexualité en France. Il y a des textes fondateurs. Ça vous a été rappelé, je ne vais pas revenir dessus, mais peut-être que je soutiens les réflexions, les démarches qui tiennent compte de ces textes-là, qui en prennent un socle et qui évoluent, qui tentent de répondre à des besoins particuliers. Ça, je ne le nie pas. Et il est urgent d'y répondre. Et je m'impose, moi aussi, de toujours réfléchir en partant des besoins des humains. Que ces humains soient les personnes aidées et ou qu'elles soient les personnes aidantes. Sans oublier, bien sûr, que les personnes aidées peuvent également être les personnes aidantes en fonction des étapes de la vie. Rien n'est figé. Les rôles bougent, même si on ose rarement se l'avouer. Et je pense ici à mon amie Léa qui vit avec le syndrome de Down.
Elle habite en foyer de vie. Elle aime le dessin, elle aime manger et elle aime son amoureux. Elle a 40 ans. Et malgré sa déficience intellectuelle, elle fait sa vie et elle va très bien. Sauf, elle accepte toujours de quitter son amoureux un week-end sur 2 pour répondre aux besoins de sa maman qui refuse de voir sa fille comme l'adulte et la femme qu'elle est aujourd'hui. Alors, en réalité, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il n'y a pas une question identitaire dans tout ça? Alors oui, on peut continuer d'ouvrir des droits spécifiques, de catégoriser, de normer. Mais quand est-ce que nous accepterons de prendre chacune et chacun nos responsabilités? Quand est-ce que nous modifierons en profondeur nos programmes d'éducation? Quand est-ce qu'on investira sérieusement nos budgets vers une accessibilité universelle? Pour quelqu'un qui ne voulait pas se prononcer, bon, je pense que j'ai bien ouvert le débat. Mais assez de politique pour maintenant. J'avoue que, comme l'a dit Marcel Nuss, moi aussi j'ai besoin de rentrer dans le concret. Et moi aussi j'ai besoin qu'on soit pratique. Et là je vous fais confiance à vous. Parce qu'effectivement je parle de mon expérience de personne qui vit avec le handicap. Par contre, je pense que ce que je dis est assez universel. Et que vous êtes en mesure de transposer mes propos pour les mettre au service des personnes que vous accompagnez aujourd'hui. Je vous demande juste une petite minute, j'ai perdu la souris. Ça devrait aller. Merci quand même. Je vous parlais d'intimité. Et en ce qui me concerne, c'est d'une approche globale dont j'aimerais parler. Il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a des gens dans la salle ici qui se reconnaîtront. J'ai assisté à un webinaire qui était organisé par Interaction sur le même sujet, vie affective et sexuelle des personnes handicapées. J'avoue que j'étais assez stupéfaite de réaliser que je pouvais encore apporter le témoignage que j'apportais il y a 8 ans sur l'autonomie. C'est tout à fait d'actualité en fait. Mais de quelle vie relationnelle, affective, relationnelle et sexuelle parlons-nous si par exemple l'habitat, quel qu'il soit, une chambre, un studio, un appartement, une maison, un foyer, ne permet pas l'intimité? Accepter, comprendre et mesurer l'importance de frapper et d'attendre l'autorisation avant d'entrer sans utiliser l'excuse de l'incapacité à communiquer, la vulnérabilité de la personne qui vit avec le handicap. Est-ce que ce ne serait pas déjà une belle étape à mettre en place? Bien sûr, ça je ne le nie pas. Les professionnels pensent le faire, ou à peu près. Et les personnes qui vivent avec un handicap, elles ne voient pas forcément l'intérêt d'une telle démarche. Et nous pouvons le comprendre, car, comme j'expliquais en introduction, la notion d'intimité n'est pas évidente à installer lorsque la maladie et ou le handicap nécessitent une proximité physique et ou affective. L'intimité est difficile à s'approprier et à soutenir lorsque les besoins du corps et de la stimulation psychique sont importants. Je me dis souvent qu'il existe, je reviens à cette échelle de l'intimité, et qu'en fonction de l'histoire vécue, par chacun, par chacune, nous ne plaçons pas le curseur au même endroit. Cependant, il existe des aides techniques. Elles permettent une vraie avancée sur le sujet. Pouvoir ouvrir et fermer soi-même la porte de son habitation en ayant conscience qu'on a le droit de choisir d'ouvrir et ou de fermer la porte à un parent, à un aidant, à un professionnel. En fait, ça, à mon sens,
C'est déjà un projet qu'on pourrait mettre en place partout. Dans la société, hein, j'entends. Je vais loin. Personne ne devrait avoir à demander, en fait, à ce qu'on lui ouvre la porte. Personne ne devrait culpabiliser de ne pas pouvoir aller ouvrir la porte au moment où l'autre le demande. Et personne ne devrait penser que la personne qui en fait la demande, puisque c'est elle qui est handicapée, elle peut bien attendre. Il existe des moteurs de porte. Il existe des aides techniques, des aides à la communication. Et ça ne répond pas à l'ensemble des personnes qui vivent avec handicap. Ça, je le sais. Mais même si ça répond qu'à un petit nombre, c'est appliquer la loi que de mettre en place les moyens de respecter et de préserver la vie privée des gens. Et je crois que c'est en introduisant des notions d'intimité auprès des personnes vivant avec la dépendance, qu'elle soit physique ou psychique, que la rencontre avec soi-même devient possible. Et puis, prendre la main sur son environnement, c'est mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Ça permet à chacun de prendre ses responsabilités. Car oui, même les personnes vivant avec un handicap ou qui traversent des situations de vulnérabilité ont des responsabilités. Il est grand temps qu'on leur laisse le droit de les assumer. Autre exemple, le lit. Si on parlait du lit, ça m'amuse beaucoup ça. J'entends les aidants, qu'ils soient proches et ou professionnels, expliquer à quel point il est difficile de mobiliser ou de faire la toilette d'une personne qui aurait un grand lit. Ben, j'entends. Seulement, je ne peux pas m'empêcher d'interroger la difficulté réelle. C'est quoi le problème en vérité ? Si c'est physique, il existe des aides techniques, comme je l'ai dit, des formations gestes et postures, de la kinésithérapie pour soulager les douleurs, du renforcement musculaire. Si c'est un besoin de reconnaissance de la pénibilité au travail, il y a une gouvernance. Elle est là pour entendre, elle est là pour apporter son soutien. Le développement humain, lui, ce faisant, la demande d'un grand lit, elle devrait être légitime. Elle devrait même être, pour les professionnels qui accompagnent, source de satisfaction. C'est qu'on a bien travaillé. Elle devrait confirmer la bonne santé. La bonne santé, définition OMS. Et le bon travail d'éducation, de soutien qui a été apporté aux clients, aux patients si vous préférez. Je ne vais pas y aller trop fort. Pourquoi est-ce que cette simple demande entraîne autant de réflexions, de projets d'équipe ? Pourquoi est-ce qu'elle dérange ? Cependant, combien de personnes qui vivent avec handicap ont réellement déjà fait la demande d'un grand lit ? Est-ce que c'est une question pour elles ? Et si c'en est une, est-ce qu'elles osent la formuler ? Et quelle réponse est-ce qu'elles obtiennent ? Comment la demande est-elle reçue ? Et à quel moment nos préjugés et nos peurs prennent-ils le dessus et éteignent la demande qui était probablement une question simple, avec une explication simple, du type « j'aimerais juste avoir de la place ». Là, je vous ferai référence aux recherches sur l'autodétermination. Il y a des travaux qui sont soutenus par exemple, Barbara Lana ou Martin Cahouette. Jennifer Fournier a été nommée. Il démontre que chaque demande qui est formulée et qui n'est pas entendue pour la personne, c'est repartir de zéro. Pour les professionnels, donc, c'est repartir de zéro. Et je pourrais parler d'environnement longtemps, d'adaptation, de recherche de l'autonomie, d'autodétermination.
Mais voilà, il y a beaucoup de choses à aborder. On a dit, approche globale. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de la rencontre. La rencontre des autres et la rencontre avec soi. J'aimerais qu'on se parle d'éducation, des liens à créer avec les espaces d'écoute et d'information. J'aimerais parler d'aller vers, malgré le temps que ça demande, malgré l'organisation nécessaire, malgré les horaires. Je sais bien que ce n'est pas facile de préparer des gens à 9h le matin pour aller vers le planning familial qui se trouve à 3/4 d'heure et qu'on n'a pas de camion adapté et qu'on manque de moyens et qu'on n'a pas de professionnels. Oui, je sais. Il y a des personnes aussi. Et je crois que le virage inclusif, comme nous l'avons nommé, nous amène doucement à nous questionner en fait sur ces questions, sur ces sujets. Entre nous, je pense qu'on aurait pu y penser un tout petit peu avant. Mais on y est. Comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un lorsqu'on vit dans un monde à côté du monde? Comment s'informer? Comment se protéger? Comment obtenir des réponses aux questions et à qui les poser lorsque l'entourage est pris par les représentations et que la psychologue avec laquelle la cliente discute se trouve être également la psychologue de tout le service de soins ou d'accompagnement d'aide. Rencontrer quelqu'un, c'est se rencontrer soi-même. Mais comment rencontrer dans ce monde où les préjugés résistent et où l'organisation des soins, des passages réguliers du transport à la demande, vous voyez l'oxymore? Les passages réguliers du transport à la demande. Pardon, ça m'a amusé beaucoup. Des horaires précis d'intervention des auxiliaires de vie. Toute cette organisation, ça a pris de la place. Et je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, j'avais échangé avec Olivier Rabalin du collectif TCAP. Je sais que Dominique Lebert est par là. Et, il m'avait interpellée, ces deux, parce qu'ils m'avaient partagé leurs réflexions sur justement cette organisation qui, en fait, empêche l'imprévu, tout simplement. On n'a pas toujours choisi qu'on allait rencontrer quelqu'un. Et moi, je ne pouvais que comprendre. Pour vivre autonome, vivons organisés, en sécurité. Et oui, le hic avec les besoins, c'est qu'ils évoluent en permanence. Et donc, être autonome, c'était une chose. Rencontrer des gens, vouloir se faire des amis, bah, c'était la suite logique. On pourrait présenter aux personnes handicapées des personnes handicapées. Ça, c'est ce qu'on m'a souvent suggéré. Ou alors, on pourrait imaginer un autre fonctionnement. Par exemple, la possibilité de faire valoir ses droits à chaque fois que la loi n'est pas respectée. On va emboliser les tribunaux. Je fais des références à un mouvement qui dit rien sans nous. Faites les choses avec nous. C'est pas tout à fait la même histoire. C'est un mouvement des États-Unis. Mais je pense sincèrement qu'on a quelques petites choses à apprendre d'eux. Et là, c'est peut-être ma nature un peu militante et féministe qui s'exprime. Et je sais que par la suite, on aura des interventions de collectifs engagés, comme les Dévalideuses ou le Clé, militante du premier jour et consciente. Et je pense sincèrement que c'est utile, parce que même si ça peut nous paraître extrême, c'est ce qui pousse nos représentations. Et ça ouvre les débats. Et quand on parle de rencontres, alors on doit bien se parler de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une réponse, les réseaux sociaux. Et c'est temps d'en tenir compte. C'est un outil comme il en existe d'autres, à la différence que peu d'informations et de sensibilisation sont accessibles aux personnes qui vivent avec handicap sur l'utilisation de ces moyens de communication. Il semble plus facile d'interdire et de sécuriser l'entrée des établissements que d'instaurer, comme j'ai pu le voir, dans d'autres services, établissements, des temps d'information, des temps d'échange avec la personne handicapée.
Et là, je vous prends un exemple tout bête. Laura souhaite inviter Camille, la personne qu'elle a rencontrée sur Internet. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à Laura d'organiser une sortie au café du coin pour un premier échange? On pourrait prévoir qu'un professionnel soit pas très loin, puisque c'est le café du coin. Et puis au cas où, il y a toujours les téléphones portables. Que ça suppose une nouvelle organisation, que ça nécessite des moyens humains, financiers là encore, et de nouveaux outils à mettre en place. Bah oui, j'entends. Ça, j'entends. Cependant, nous ne sommes pas seuls. Le monde médico-social a son expertise du handicap. Et quelle expertise! Et par ailleurs, le monde, lui, a changé. Les générations ont évolué elles aussi. Et nous aurions toutes et tous à y gagner si on acceptait qu'aider et ou accompagner une personne handicapée, ça ne signifie pas forcément répondre par nous-mêmes à tous ses besoins. En fait, elles existent, les réponses dans la société. Peut-être on peut juste essayer de créer des passerelles entre les mondes qu'on fabrique. Et probablement que j'enfonce une porte ouverte en me disant que sur le sujet de la relation entre les professionnels et les personnes handicapées, la formation initiale apporte des éléments. Mais là encore, le doute en moi subsiste. Je vous parle là de cette relation particulière, parce qu'elle sera source de repères, la relation entre aidant et aidé. Pour la personne adulte qui aura grandi entourée des aidants et des aidés. Comment créer un lien et maintenir des relations dans ce monde qui, on peut bien le dire, est parfois cruel et impitoyable, lorsque finalement on a toujours vécu si entouré, si surprotégé, à l'écart de ce qui était jugé trop violent pour les personnes dites fragiles. L'attachement que développe l'enfant, il est nécessaire à son évolution. Ça, c'est John Bowlby qui le dit, pas moi. Et c'est parce qu'il s'attache qu'il trouve dans la figure d'attachement les réponses à ses besoins affectifs, qu'il se sécurise, qu'il évolue, qu'il s'individualise. Avant que, durant la petite enfance d'une personne vivant avec handicap, on passe à côté de beaucoup d'apprentissage et d'expériences de vie et de mise en relation et de prise de risque qui sont pourtant nécessaires au développement des aptitudes psychosociales. Ce n'est pas l'histoire de personnes qui se rencontrent et qui, parce qu'elles s'apprécient, décident ensemble, consentent à partager un bout de chemin. Non, c'est l'histoire des êtres humains qui, de par la maladie et ou le handicap, passent l'essentiel de leur temps à l'hôpital, en établissement ou accompagnés par un service, des aidants, des parents. Il faut bien du lien dans tout ce bazar. Il faut de l'affection, de la bienveillance, de la douceur. Il en faut peut-être même davantage pour compenser les violences inévitables. Et gardons à l'esprit qu'une fois passé l'amendement Creton, 20 ans, les besoins continuent de se manifester, de se faire entendre. Je le souligne ici parce que dans les formations professionnelles, la question du lien est souvent hasardeuse. On ne sait jamais trop quoi répondre. Et en vrai, les stagiaires posent souvent la question et les professeurs bottent souvent en touche. Parce qu'il n'y a pas de référence là-dessus. C'est personnel. Et c'est bien normal, à mon sens, d'apprécier les gens qu'on croise quotidiennement. Ça demande juste une bonne connaissance de soi, de ses besoins et de ses limites pour maintenir un équilibre. Pour revenir à l'attachement, une fois le processus lancé, la rencontre peut être une manière de susciter l'envie, d'aller rechercher les centres d'intérêt, de proposer une action de bénévolat, de sortie culturelle, d'investissement dans un club sportif, un travail.
En fait, c'est en favorisant et en soutenant l'action d'aller vers que la rencontre devient possible. Et c'est en rencontrant les autres qu'on se rencontre soi-même. Tout le monde sait ça. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Mais les autres, ils nous invitent à nous rencontrer nous-mêmes. Cependant, je vous invite à lire l'enquête sur les préjugés et le handicap en France, qui était une commande de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et là, l'évidence s'impose. Et ça nous permet de comprendre, en tout cas en partie, les raisons pour lesquelles les personnes qui vivent avec handicap ne se rencontrent pas elles-mêmes. La société, bien qu'elle soit accueillante, perçoit avant tout la souffrance vécue par les personnes vivant avec handicap. Évitons de creuser l'écart en ouvrant des droits spécifiques. Essayons d'amener le changement en faisant monter les personnes qui vivent avec handicap en conscience et en compétence. Et peu importe le degré de conscience, et peu importe le degré de compétence, tant qu'on n'empêche pas le développement de l'être humain. Et là, je vous invite à vous référer à la définition de la maltraitance. J'espère que ça va, parce que je continue. Pour moi, il y avait aussi une question d'image de soi. Le rapport à soi, dans le développement de la personne, on l'a vu, c'est fondamental. Mais les notions de plaisir et de vie intérieure, ce sont des sujets qui sont peu abordés, en fait. Mais dans la société, là encore, ressentir, percevoir, recevoir des gestes de tendresse, d'affection des autres, mais aussi de soi-même. Adopter le langage positif du prendre soin de soi, sans le ramener à une obligation médicale. Installer un moment agréable pour soi, un temps de plaisir que l'on s'offre et ou que l'on partage. Mais en fait, ça ne semble pas si aisé. Vivre avec un handicap, c'est apprendre à lutter, c'est faire des efforts, c'est enchaîner les séances de soins médicaux, de soins paramédicaux, de rééducation. Et au milieu de tout ça, aller à l'école ou au travail. Alors je m'interroge, à qui est-ce que revient la responsabilité d'enseigner aux personnes vivant avec handicap que le corps est également l'endroit de sensations physiques et ou intellectuelles agréables, satisfaisantes, qu'il existe d'autres fonctionnements possibles que d'attendre, que de s'adapter, que de supporter, que d'échapper à son corps. À qui est-ce que revient la tâche de mettre le rouge de la confiance aux lèvres de la patiente, de la bénéficiaire, de la cliente, comme vous voudrez? À qui la mission d'équiper chaque chambre, studio, appartement, d'un miroir en pied pour se découvrir, pour se rencontrer, pour se trouver belle et pour se trouver beau? La seule fois où j'ai vu mon dos, j'avais 9 ans. Mon père, il n'y a pas de jugement là-dedans, j'adore mon père. Mon père voulait me montrer l'immense cicatrice que le chirurgien venait de faire le long de toute ma colonne vertébrale. En vérité, il y en a 3 et elles sont immenses. Et j'aime pas beaucoup l'image que ça renvoie. C'est la seule fois où j'ai vu mon dos. On a peut-être un peu de travail, non? Ça m'amène tranquillement vers la fin de mon propos. Je vous ai parlé des sujets qui évoquent pour moi la vie affective, relationnelle, sexuelle, et à l'époque on disait familiale, des personnes qui vivent avec handicap. Je vous ai parlé d'intimité, de l'image de soi, des besoins fondamentaux des êtres humains. Je vous ai parlé d'autodétermination, d'environnement, d'accessibilité universelle, de formation des professionnels et des personnes qui vivent avec handicap et
des aidants, des proches. J'ai parlé d'éducation. Partons du principe que nous ne savons rien. Et c'est difficile et déstabilisant. Mais en vérité, je ne sais pas si vous le connaissez, qui pouvait prédire que Philippe Aubert, vivant avec handicap, polyhandicap, non communicant, serait aujourd'hui un professionnel expérimenté, soutenu de son équipe et de ses proches, qu'il serait auteur et conférencier. Je pense qu'il y a lui seul qui le savait. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, pour moi, il reste une question centrale, qui est la question du consentement. Au début de la période du Covid, je travaillais avec la commission des luttes sur la maltraitance. Et je vous épargne les mois d'échanges et de débats. Mais de mon point de vue de personne qui vit avec handicap, et avec quelques années d'expérience professionnelle, consentir, oui. Mais là, encore, de quoi est-ce qu'on parle? À qui est-ce qu'on s'adresse? Avec quel langage? Pour quelles raisons réelles? Qui a besoin de consentir? Et qui a besoin de se protéger? Quels outils est-ce qu'on utilise pour transmettre et partager l'information et la communication? Et sur quelle base s'appuyer? Car une situation peut convenir à certains et pas à d'autres. Enfin voilà, je pense avoir abordé plusieurs des aspects qui complexifient le consentement. Il y a des règles de base pour moi, comme s'assurer de la possibilité de l'accès à l'information, de l'accès à la compréhension, l'évaluation de différents scénarios possibles, les risques encourus en utilisant un langage simple et commun. Et dans la continuité de ce processus, alors acceptons de laisser à chacun la possibilité de prendre des risques et laissons-leur la responsabilité des choix qui vont avec. Aussi infime soit-il. Et là, je vous donne un exemple de la pédagogie de la vie autonome qui avait mis en place des séances de sensibilisation et d'information pour les personnes qui vivaient avec handicap en conventionnant avec le mouvement français du planning familial. Et il y avait la possibilité d'un suivi par la suite. Le médico-social rencontrait une association du monde sanitaire et social. Pour moi, c'était une première. Et c'était pas si simple de dépasser tout ce que ça pouvait susciter en moi. N'empêche que c'était un accès à l'éducation. J'avais 25 ans. C'est des choses qu'on délivre au collège quand on a 13 ans. Les personnes qui vivent avec handicap, comme les autres, elles vivront des déceptions, elles vivront des trahisons, des injustices. Tant mieux pour elles. Le sujet, c'est plutôt la manière dont l'entourage va entendre, dont l'entourage va soutenir. Comment est-ce qu'on va partager ces expériences et avec quels outils pour exprimer tout cela? Et quelle place pour ces expériences humaines et sociales? Tout n'est pas lié au handicap, ni à la vieillesse, pardon. La communication, qu'elle soit verbale ou autre, elle est fondamentale. Et là, je vous fais juste un petit clin d'œil et une référence à un livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ». C'est de la communication non violente. Pour moi, c'est un des outils qui peut être utilisé, comme on peut avoir les pictogrammes, la langue des signes, le braille, les synthèses vocales, etc. Je pourrais partager ma boîte à idées en off si vous souhaitez. Le principal, à mon sens, c'est que nous inversons notre manière de penser. Et si c'était nous qui ne comprenions pas? Alors voilà, pour conclure, grandir et se développer dans un environnement qui observera les capacités, qui évaluera les possibilités et les pistes d'évolution
qui fera confiance aux personnes même âgées, même handicapées. Un environnement sécurisant parce que accessible, ouvert, accueillant. Et c'est pas qu'une histoire de rampe d'accès ou de menu en braille au restaurant. Grandir et avoir les aides techniques et humaines nécessaires pour expérimenter par soi-même ce qu'est la vie et que cela s'inscrive dans une continuité avec une prise en compte globale de la personne vivant avec un ou des handicaps. Voilà mon rêve à moi pour les générations futures. Exactement comme, je ne sais pas si vous l'avez vu, la série argentine 1,20 m. C'est une jeune fille de 18 ans, entourée, soutenue, vue comme elle est et pour ce qu'elle est. La maladie et ou le handicap n'ont pas pris toute la place. Et elle vit les expériences qu'elle a à vivre en étant soutenue par les gens qu'elle aime et qui l'aiment. Et ils ne se substituent pas à ses besoins ni à ses attentes. Ils la soutiennent et ils l'encouragent et ils l'aident dans ses démarches. Chacun est à sa place. Et c'est un joli rêve, en vérité. C'est une jolie série. Peut-être juste dire qu'en réalité, lorsque j'ai recherché 1,20 m sur Internet, des critiques, on parlait d'ovnis, on parlait de séries choc. C'est ça qu'on parlait dans les articles, dans ce monde moderne. D'ouverture d'esprit aussi. Alors je serais curieuse d'entendre vos réactions sur cette série que je vous invite à regarder, car elle ne semblait pas si accessible, finalement, au plus grand nombre. Et j'avoue que moi, ça m'interroge aussi, parce que du coup, on est en 2023. Qu'est-ce qu'on fait si ça nous choque? Et ce qui m'inquiète avec l'approche par le droit de la santé sexuelle, c'est que finalement, on perd l'approche holistique dont je viens de vous parler. Je m'inquiète qu'on essaie de répondre à un unique besoin et que, comme un autre documentaire qui s'appelle Because It's My Body, on imagine des solutions, on teste des projets, en oubliant que les besoins se développent entre eux et qu'en répondant à un besoin, d'autres besoins se font entendre. Donc, à mon sens, c'est plutôt une vision globale qui prend en considération l'humain, qui nous permettra d'évoluer. L'âge, le handicap, la maladie, ce sont des déterminants sociaux dont nous devons collectivement et en équipe tenir compte, oui. Mais n'oublions pas qui sont les individus qui constituent cette équipe. N'oublions pas que la personne qui vit avec ce grand âge, cette maladie, ce handicap, est actrice de sa vie. Et Julia Boivin, je lui fais un petit clin d'œil, ajouterait qu'elle en est l'auteur. La personne est actrice, elle en est aussi l'autrice. Et probablement que je parlerai, moi, de chef d'orchestre. Parce qu'en fait, la personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle veut essayer de jouer. Mais sans ses musiciens, sans ses partitions, sans ses instruments, sans lire la musique, sans même la comprendre, il est peu probable qu'on entende des répétitions. Alors commençons par accepter l'enfant comme il naît. Soutenons-le sur son chemin et partons du principe qu'il développera ce qu'il a à développer sans venir calquer sur lui nos espoirs déchus. Acceptons certaines réalités. Luttons contre les préjugés si c'est un besoin pour nous. Mais avant tout, laissons à la personne qui vit avec handicap la possibilité d'apprendre, d'être éduquée à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Laissons-lui la possibilité d'expérimenter. Créons les conditions favorables pour qu'elle expérimente en douceur, bien sûr. Mais sortons de cette surprotection infantilisante. C'est pas si terrible de vivre avec le handicap. Et c'est pas si extraordinaire non plus. Voilà, je vous remercie. Merci.